Donc, nous allons pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être présents pour ce webinaire qu'on va vous présenter Géry Delmar et moi-même, donc Marine Facon. Donc, je me présente en première. Donc, je suis Marine Facon, responsable de mission sociale chez Orcom. Et tout au long de ce webinaire, mon objectif, ça va être de vous présenter toute la partie juridique et sociale d'une période de difficulté économique pour les entreprises. Je laisse ensuite Géry se présenter pour qu'il vous dise également son parcours et ce qu'il va vous présenter tout au long de cette présentation webinaire. Bonjour à tous, merci Marine. Géry Delmar, directeur du cabinet ActiveForce, cabinet de conseil en sciences humaines qui est une marque Orcom spécialisée en conseil en sciences humaines. Et moi, je serai aux côtés de Marine en complémentarité sur le volet accompagnement RH dans ces périodes de difficultés économiques pour les entreprises de toute taille. Pour commencer, alors je pense que chacun d'entre vous suit l'actualité comme nous la suivons. Donc, on est évidemment depuis ce début d'année 2025 dans un contexte assez fragilisé, avec beaucoup d'incertitudes et avec un pourcentage de dirigeants d'entreprises, quelle que soit leur taille, qui sont dans des situations d'inquiétude, voire de pessimisme, étant donné un certain nombre d'indicateurs qui sont plutôt assez négatifs. Baisse de la demande, charges qui continuent à être toujours élevées, plan de licenciement, pas plus tard qu'hier, on a pris connaissance du plan social d'Arcelor sur le nord de la France, donc plus de 600 emplois supprimés, mais il y en a eu plein d'autres malheureusement depuis le début de l'année, des délocalisations vers d'autres pays qui se profilent. Tout ça lié à des contextes à la fois internes au niveau national, au niveau politique en France, en ce qui concerne les politiques économiques et d'emploi, et également l'impact de contextes géopolitiques et internationaux qui impactent, comme les droits de douane avec les États-Unis et la guerre en Ukraine. Donc, ce qu'on voulait juste souligner en introduction, et ça explique la raison de ce webinaire, avec Marine, on a jugé que ça serait vraiment intéressant de pouvoir vous présenter les mesures préventives, mais également curatives dans ce type de situation, sachant que là, effectivement, on atteint des seuils historiquement significatifs en termes de défaillance d'entreprise. Donc, vous avez quelques chiffres là, mais vous voyez bien qu'on a une augmentation depuis 2021 régulière qui nous fait revenir à 2015, voire même à des records historiques de défaillance d'entreprise lors de la crise des subprimes en 2008-2009. Donc c'est important, avec Marine, on pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir vous faire, alors sans être parce que dans un webinaire, on ne peut pas être complètement exhaustif, mais en tout cas, vous dire qu'il y a des moyens pour faire face à ces situations-là, qui sont souvent des situations temporaires, qui peuvent durer plus ou moins longtemps, mais généralement, après l'orage, après la tempête, le calme revient, et c'est ce que nous espérons. Mais pendant la tempête, il y a des actions à mener. Il faut garder la tête froide, et je passe la main à Marine pour les signaux qui indiquent cette tempête. Effectivement, merci Géry. Donc, là, dans cette slide, ce qu'on vous propose d'analyser, c'est finalement vous, en tant que chef d'entreprise, comment être attentif à certains signaux afin finalement d'anticiper au maximum et d'éviter d'arriver à la situation fatidique où on peut considérer que oui, vous êtes une entreprise en difficulté. Les principaux signaux, et ça c'est plutôt évident à comprendre, ça va être des signaux financiers. Si vous commencez à avoir des rejets de prélèvements, des recours répétés à des reports d'échéances fiscales et sociales ou encore une augmentation excessive des dettes financières à court terme, ce sont les premiers signaux qui vont devoir vous alerter. Ce sont des signaux que vous devez immédiatement prendre en considération et aller voir votre comptable, en tout cas les comprendre et essayer de les enrayer dès lors que vous les avez aperçus. Donc ça, c'est vos premiers signaux financiers. Évidemment, vous avez des signaux d'exploitation. Si vous avez une baisse significative de votre chiffre d'affaires,
une baisse significative des commandes ou encore une dégradation de votre EBE, là encore, ce sont des signaux forts. À moins que vous soyez en capacité de les expliquer à un moment donné, parce que vous savez, vous avez une baisse significative du chiffre d'affaires, mais que vous savez que c'est temporaire parce qu'il y a eu telle ou telle situation qui ont fait baisser le chiffre d'affaires, auquel cas, aucun souci. Enfin, en tout cas, vous avez conscience de cette difficulté. Si c'est quelque chose que vous subissez, que vous voyez que ça commence à s'éterniser dans le temps, il faut vraiment être attentif à ces signaux et il faut vraiment pouvoir agir en amont avant d'arriver à la situation fatidique. Et enfin, vous avez évidemment aussi des signaux comportementaux. C'est déjà un petit peu plus difficile à analyser, tout simplement parce que lorsqu'on arrive dans le social et dans l'humain, c'est toujours plus complexe. Mais les signaux comportementaux, ça va être par exemple une communication qui va être beaucoup plus opaque. Finalement, on ne va pas donner les chiffres au CSE du dernier trimestre parce qu'ils sont très mauvais. Et du coup, on ne veut pas inquiéter notre CSE, on ne veut peut-être pas inquiéter non plus nos partenaires sociaux, nos délégués syndicaux pour éviter d'avoir des grèves. Ou, en tout cas, on arrête de donner autant d'informations qu'on pouvait en donner auparavant. Ça, c'est des signaux qui finalement montrent que vous êtes dans une inquiétude et qu'il va peut-être se passer quelque chose, en tout cas que vous êtes inquiet et que vous ne voulez plus être aussi transparent que vous l'avez été jusqu'à présent. Et puis évidemment, si vous avez du turnover, de l'absentéisme, ça peut être également l'un des signaux qui va vous montrer que jusqu'à présent, vous aviez un turnover peut-être constant, puis là tout d'un coup, il grossit. Donc peut-être que vos salariés sont plus en adéquation avec votre système, votre manière de travailler. Tous ces signaux-là sont à prendre en compte et surtout à anticiper et à prendre en compte au bon moment afin que vous puissiez agir. Et agir, on va le voir avec Géry, afin de soit enriguer une situation qui peut-être commence tout juste chez vous à se dégrader, soit malheureusement dans un second temps, on arrive un peu trop tard. Et comment faire finalement quand vous êtes ensuite en réelle difficulté. Donc, merci Marine. Donc, dès les premiers signaux dont vient de vous parler Marine, il est important de pouvoir agir. Agir pour prévenir. Sur le slide précédent, il était mentionné 70% de succès dès qu'on prévient, dès qu'on agit, dès que possible. Et il y a 4 leviers, 4 familles de leviers qui doivent être mises en œuvre, sur lesquels le dirigeant ou la dirigeante peuvent agir. Le premier de ces leviers, c'est le levier commercial. Puisqu'évidemment, en fonction du contexte, il peut s'avérer nécessaire de réfléchir, de repenser son offre, de repenser son produit, de repenser ses canaux de vente. Et donc là, on vous a mis une liste des différentes actions qui peuvent être menées. Bien sûr, ce sont des exemples, mais c'est nécessaire de réfléchir. Si jamais, par exemple, je ne sais pas, si on prend l'exportation de vin vers les États-Unis, qui est impactée par les droits de douane beaucoup plus importants et qui impacte 80% de votre activité, à ce moment-là, il va falloir évidemment réfléchir à d'autres typologies de marché sur d'autres continents avec des produits peut-être un peu différents. Donc ça c'est à titre d'exemple. Mais bien sûr, l'activité, c'est le moteur de votre entreprise et c'est elle que vous devez, sur laquelle vous devez réfléchir pour la préserver et maintenir une activité à niveau. L'autre levier, c'est le levier organisationnel. Évidemment, Marine parlait de l'absentéisme comme l'un des signaux. C'est important de réfléchir à l'organisation de l'entreprise dans ces contextes un peu mouvementés que nous vivons actuellement. Et ça passe d'abord par un diagnostic, un audit organisationnel avec une cartographie de vos processus en cours, quelle que soit la taille de votre entreprise, qui vous permet d'affiner vos tableaux de bord et de pouvoir, grâce à ces tableaux de bord, piloter votre activité. Puisque dans ces périodes-là, on sait qu'il faut suivre vraiment votre activité grâce à ces tableaux de bord, comme le lait sur le feu, de pouvoir agir très rapidement dans la flexibilité et la souplesse. Donc là encore, un certain nombre de propositions sur ces leviers organisationnels qui ont pour objectif de développer la productivité et de renforcer aussi la vision que vous allez porter auprès de vos équipes pour que vos équipes aient une vision claire de la suite, puisque eux aussi sont soumis aux informations qu'on reçoit tous les jours au quotidien en ce moment. Troisième levier, le levier managérial, puisque évidemment vos équipes
sont managés par des managers qui eux-mêmes ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir mettre en œuvre ces changements en termes de réorganisation par rapport à un contexte nouveau. Là encore, un certain nombre de mesures sur lesquelles, en termes de management, vous pouvez agir. Là, on signale par exemple la mobilité interne et la GPEC. L'idée, c'est de voir quels sont les métiers qui sont plutôt en développement et ceux qui sont plutôt sur le déclin, de manière à pouvoir favoriser la mobilité de vos collaborateurs vers ces nouveaux métiers. On a beaucoup parlé de l'IA, par exemple, qui a un autre impact du moment hein, sur les métiers. Voilà, c'est un exemple de se dire, par exemple, est-ce que je forme sur certains métiers à l'IA, sur certains outils IA bien spécifiques, etc. Et puis, bien sûr, il faut que ces managers gardent le moral, puissent faire face aussi en termes de stress, de résilience. Et un coaching peut être intéressant pour accompagner ces managers dans le changement. Et enfin, quatrième levier, les aides. Les aides dont vous pouvez bénéficier. Là, on en mentionne une en particulier qui concerne les entreprises de moins de 250 collaborateurs. C'est la prestation de conseil en ressources humaines, qui est une aide d'État prise en charge par votre OPCO. Et vous pouvez avoir droit, grâce à cette aide, à un accompagnement d'un cabinet de conseil sur une durée entre 5 et 15 jours pour justement aborder l'ensemble des leviers dont on vient de parler juste avant. Voilà, donc vraiment, c'est des moments où il ne faut pas hésiter à mobiliser tous les dispositifs d'aide qui existent et également se tourner vers des professionnels institutionnels qui ont l'habitude de ces situations-là et qui ont des solutions. C'est vraiment les solutions qu'il faut aller chercher et le plus en prévention, bien évidemment, et donc le plus rapide, le plus en amont possible des situations. Vous en avez quelques-uns là principaux, la Banque de France pour faire face à des difficultés de financement bancaire, bien évidemment le Trésor public pour les dettes fiscales et sociales, pouvoir négocier par exemple des remises ou des étalements, le médiateur pour les litiges commerciaux et puis le préfet qui bénéficie depuis quelques années hein, de services de mutation économique qui sont là pour renseigner les entreprises dans des contextes de crise, au niveau de l'emploi notamment pour l'activité partielle et autres dispositifs. Il ne faut pas hésiter aussi à prendre contact avec les services de la préfecture. Effectivement, merci beaucoup Géry. Alors sur cette slide, qui peut paraître un petit peu complexe au premier abord, mais qui finalement est plutôt là pour vous donner un ordre d'idée de ce dont on va parler. Donc on n'est pas encore entré tout à fait dans le vif du sujet, on va le faire juste après. Et nous, ce qu'on vous propose avec Géry, comme on a pu vous le dire jusqu'à présent, c'est de voir une première partie sur on a déterminé des difficultés, on les anticipe et on essaye de les prévenir. Et donc, pour pouvoir les prévenir, il faut qu'on soit avant l'état de cessation des paiements. Et c'est en ça que ce petit tableau, enfin ce diagramme est intéressant, tout simplement parce que l'état de cessation des paiements de l'entreprise va vraiment être un point qui va nous permettre de savoir s'il est encore possible finalement d'agir afin de redresser la barre et éventuellement du coup ne pas aller du côté du redressement judiciaire ou encore de la liquidation judiciaire. Et c'est vraiment cette notion d'état de cessation de paiement qui va nous dire soit on peut encore prévenir et agir et auquel cas on va vous présenter juste après les éléments sociaux sur lesquels on peut agir, soit on est déjà en état de cessation de paiement. Donc, on en arrive déjà à cette situation-là. Donc, ça signifie qu'on va basculer en redressement judiciaire. Et si malheureusement le redressement judiciaire ne parvient pas du coup à redresser tout simplement l'entreprise, on va basculer à la liquidation judiciaire de l'entreprise. Et auquel cas, on en arrive sur notre deuxième partie avec Géry, la liquidation, donc potentiellement une cessation forcément d'activité, une fermeture de l'entreprise et un licenciement collectif. Donc vraiment, cet état de cessation de paiement vous permet finalement de pouvoir vous dire ok, bon bah soit j'ai pas réussi à anticiper suffisamment et auquel cas je ne pourrais pas forcément mettre en place les dispositifs de prévention qu'on va vous présenter juste après, soit on est encore
in bonis, on est encore en capacité tout du moins de payer encore nos échéances, de payer nos dettes, mais on pressent peut-être des difficultés et auquel cas il faut tout de suite se réorganiser, il faut tout de suite trouver des solutions pour éviter finalement cette situation d'état de cessation de paiement. Donc, c'est à ça que sert cette slide, pour pouvoir vous donner vraiment un ordre d'idée de la temporalité du moment où on va anticiper et du moment où on va finalement agir. Et donc, on va vous proposer avec Géry, donc sur ce webinaire, qu'on va vraiment commencer dans son fond juste après, une approche vraiment juridique, donc avec les aspects socio-juridiques. Donc, on a un petit peu dit éventuellement les PSE, les accords que vous pouvez mettre en place, des accords collectifs d'entreprise pour pouvoir prévenir certaines situations. Évidemment, l'aspect économique, comprendre finalement dans quelle situation on est réellement dans une difficulté économique. Et enfin, toute cette partie avec Géry sur la gestion des ressources humaines, la gestion RH, la gestion humaine des salariés, qui est vraiment hyper important dans ce genre de situation, parce qu'on sait que l'humain, ça fait toute notre entreprise. Et donc, comment faire pour gérer cette situation lorsqu'on en arrive à des difficultés qui sont prenantes, et pour vous, chef d'entreprise, et très stressantes également pour vos salariés. Donc, on en arrive sur nos mesures préventives, donc qui est notre première partie du webinaire. Donc, les mesures préventives. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement? On anticipe, on analyse éventuellement des difficultés économiques. Elles ne sont pas encore importantes, vous n'êtes pas encore en état de cessation de paiement comme on l'a vu juste avant, mais pour autant, vous sentez qu'il se passe quelque chose et vous avez besoin de réorganiser votre entreprise. Vous avez finalement deux possibilités selon la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez une première possibilité que vous retrouvez sur la gauche de l'écran, à savoir ne pas réduire vos effectifs. Parce qu'on le sait, finalement, la masse salariale, ça va être l'un des premiers éléments qu'on va vouloir modifier, bouger en tout cas, lorsqu'on est en difficulté économique. On va pouvoir faire des économies grâce à une masse salariale qui va être bien gérée. Comment on peut faire sans réduire notre effectif? On a une première possibilité qui est l'accord de performance collective. L'accord de performance collective, qu'est-ce que c'est? C'est un accord donc d'entreprise qu'il faut mettre en place du coup avec soit notre CSE si on en a un, soit nos délégués syndicaux si on en a en priorité, vos délégués syndicaux d'ailleurs. Et cet accord va permettre de venir faire ce qu'aucun autre accord peut faire. C'est-à-dire, vous allez pouvoir toucher le fond des contrats de travail des salariés, par exemple, le fond de ce que vous ne pourriez pas toucher théoriquement. Je vais parler concrètement. Imaginons que dans votre entreprise, vous avez institué une prime, donc une prime exceptionnelle que vous versez chaque année en fin de mois, pas un 13e mois qui serait prévu par une convention collective, mais vraiment une prime exceptionnelle de récompense finalement peut-être pour récompenser vos salariés. Cette prime, théoriquement, on va venir vous dire que bon, vous l'avez versée depuis X années, c'est un usage, vous ne pouvez pas vous en séparer comme ça. Dans l'accord de performance collective, vous pourriez par exemple venir dire la prime exceptionnelle qu'on verse tous les mois de novembre, on va la supprimer. Et puis vous pouvez même aller un petit peu plus loin. Vous pouvez aussi dire on va la supprimer que pour les cadres. Tout ça, ce sont des éléments que vous ne pourriez pas faire d'ordinaire parce qu'il vous faudrait soit dénoncer votre usage avec un dispositif particulier, soit en tout cas venir modifier le contrat de travail si vous l'avez contractualisé. En tout cas, c'est des éléments qui sont possibles à faire, en tout cas à négocier, à modifier dans l'accord de performance collective. Ça peut être également des durées de travail. C'est ce qu'on a pu voir notamment avec Duralex. Lorsqu'il y a quelques années, ils ont fait un accord de performance collective. Jusqu'à présent, tout le monde était à 35 heures. Dans leur accord de performance collective, ils ont négocié à 39 heures, mais sans négocier d'augmentation de salaire. Donc, vous voyez, c'est des choses qui théoriquement ne passent pas. Mais là, vu qu'on sait que l'entreprise est en difficulté, les syndicats avec qui vous négociez sont également au courant. Cet accord vous permet du coup de pouvoir négocier tout ça. Donc, c'est en ça qu'il est très intéressant, peut-être pas très connu, mais en tout cas très intéressant. Vous avez évidemment l'activité partielle. Donc là, l'activité partielle, il faut que vous soyez vigilant parce que ça ne peut pas être quelque chose que vous allez mettre en place sur évidemment du long terme. L'activité partielle, c'est vous avez besoin de réduire votre effectif sur une durée temporaire, peut-être de maximum de 3 mois. D'ailleurs, c'est 3 mois pour l'activité partielle. Vous mettez vos salariés en activité partielle, soit totalement, ils ne viennent pas travailler, soit de manière partielle, activité partielle à temps partiel. Que ce soit dans les deux cas,
vous allez rémunérer vos salariés, mais vous allez avoir des aides de l'État qui vont venir vous dédommager. Évidemment, ça, c'est intéressant à faire. C'est plutôt très connu parce qu'on l'a vu tout au long de la période Covid. C'est intéressant à faire pour l'employeur. Par contre, il faut que vous ayez vraiment des difficultés économiques qui soient analysées à court terme. Et c'est en ça que derrière, l'État ne vous donnera pas d'aide si les difficultés économiques sont telles que de toute manière, on sait que l'activité partielle ne va pas être suffisante. Donc, c'est très intéressant. Selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous ne réduisez pas vos effectifs, mais en tout cas, vous pouvez pendant un temps, jusqu'à 3 mois dans un premier temps, baisser votre masse salariale de manière considérable pour pouvoir peut-être relancer derrière le chiffre d'affaires. Et enfin, le dernier accord que vous pouvez mettre en place sans réduction d'effectifs, c'est la modulation du temps de travail. C'est vrai que des fois, on n'y pense pas. On va avoir, par exemple, dans une entreprise, énormément d'heures supplémentaires à payer. Si vous avez beaucoup d'heures supplémentaires à payer, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose dans votre entreprise. Vous avez peut-être ce qu'on appelle des dents de scie, des pics d'activité, puis des baisses d'activité. Et auquel cas, vous payez tout le monde à 35 heures. Sauf qu'au final, ceux qui sont à 35 heures font des pics d'activité pouvant aller jusqu'à 42 heures. Vous les payez en heures supplémentaires et ça vous coûte plus d'argent. La modulation du temps de travail, c'est plutôt très intéressant à mettre en place lorsque c'est justement votre cas de pic d'activité, c'est de pouvoir prévoir une annualisation finalement sur toute l'année, à dire qu'effectivement, à cette période de l'année, tout le monde viendra faire 42 heures par semaine parce qu'on sait qu'on a une hausse d'activité. Par contre, on sait qu'à une autre période de l'année, c'est plutôt très calme et auquel cas, les salariés feront peut-être moins d'heures, feront une trentaine d'heures. Ce qui fait que du coup, ça va venir vous modulez tout ça, c'est bien son nom, hein, c'est la modulation du temps de travail, pour qu'au final, vous payez tout le monde, par exemple, à 35 heures, sans paiement d'heures supplémentaires, mais pour autant, vous avez bien des pics d'activité. Donc, ces 3 aspects-là sont hyper intéressants. Vous ne réduisez pas vos effectifs, vous avez quand même des difficultés économiques et ça vous permet de gérer un petit peu mieux votre masse salariale si, en tout cas, on n'en est pas encore à vouloir une réduction d'effectifs. Et à droite de votre écran, du coup, avec réduction d'effectifs, là, on est dans une situation, on se rend bien compte que la modulation du temps de travail, ça ne va pas suffire. On va du coup vouloir se séparer de salariés et auquel cas, on va avoir plusieurs possibilités. Si vous souhaitez vous séparer de, on va dire, 1 ou 2 personnes, vous pouvez basculer uniquement sur une rupture conventionnelle individuelle, présenter la situation aux salariés. Généralement, c'est comme ça que ça se passe dans les petites entreprises ou lorsqu'on veut séparer que d'une personne. La rupture conventionnelle se fait et puis c'est exactement la même procédure que d'habitude. Si en revanche, vous arrivez à analyser que vous allez avoir besoin de vous séparer de plusieurs salariés. Là, dans ce cas-là, on peut proposer ce qu'on appelle la rupture conventionnelle collective. La rupture conventionnelle collective, comment ça fonctionne? Vous n'avez pas besoin d'avoir à justifier de problèmes économiques, ce n'est pas une obligation. Vous devez négocier et dire que vous avez besoin, pour revenir peut-être dans le positif, de vous séparer de 20 personnes. Sur ces 20 personnes, vous allez donc indiquer que tous les salariés volontaires pourront bénéficier d'une rupture conventionnelle collective. Ça, ce sera validé par la DRETS. Donc, la DRETS, c'est l'inspection du travail. Une fois que c'est validé, vous pourrez faire du coup avec vos 20 salariés présélectionnés, en tout cas et volontaires, c'est ça qui est très intéressant, vous pourrez vous en séparer grâce à la rupture conventionnelle collective. Vous n'avez pas besoin d'avoir à prouver quoi que ce soit à l'inspection du travail et ça permet de manière volontaire de permettre aux salariés de partir. Donc ça fonctionne que si vous avez des volontaires, évidemment. Et enfin, la dernière option, le plan de départ volontaire. Donc ça, les champions pour le plan de départ volontaire, c'est Carrefour. Vous avez à peu près tous les 2 ans un plan de départ volontaire chez eux. Donc en fait, c'est un petit peu le même principe que la rupture conventionnelle collective, sauf que là, on a des problèmes économiques. Là, on vient nous dire qu'on est effectivement dans un contexte de réorganisation. Et le plan de départ volontaire, donc ça va être négocié là encore avec vos partenaires sociaux. Et on va venir dire, dans le service marketing, on va avoir besoin de se séparer de 10 personnes. On peut même mettre les postes qui sont visés. Dans le service social, tant de personnes. Dans le service communication, tant de personnes. Dans les ateliers, tant de personnes, etc. Et ensuite, les salariés, là encore volontaires, et qui correspondent aux personnes visées, aux postes visés, pourront se porter volontaires et partiront du coup dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Attention, le plan de départ volontaire, par contre, est beaucoup plus complexe à mettre en place parce qu'il va falloir accompagner les salariés qui partent. Ça ressemble un petit peu à un plan de sauvegarde de l'emploi, un plan de licenciement. On va proposer des formations, on va proposer des indemnités supralégales. C'est plutôt intéressant, normalement, pour le salarié de partir en plan de départ volontaire
à contrario de la rupture conventionnelle qui reste une rupture conventionnelle sans plus d'avantages que ça. Donc voilà, l'intérêt de cette slide, et j'y suis restée un petit peu de temps pour vraiment vous expliquer la situation, c'est que vous avez la possibilité, en amont de finalement vos vraies difficultés, en amont des cessations de paiement, de pouvoir soit jouer sur votre masse salariale sans réduire vos effectifs, parce que pour vous, c'est encore possible de jouer avec l'effectif que vous avez, mais pour autant de baisser cette masse salariale, soit malheureusement avec une réduction d'effectifs et avec 3 possibilités qui s'offrent à vous selon la structure de votre entreprise. Et ensuite, je passe un peu plus rapidement parce que c'est ce qu'on vient de voir, mais finalement, quel est, selon la taille de votre structure, ce qui conviendrait le mieux en tant qu'axe à mettre en place? Et vous voyez que selon que vous soyez plus ou moins de 50 salariés, il y a des méthodes qui vont être plus appropriées. Pour les structures de moins de 50, l'activité partielle, évidemment, la modulation du temps de travail et les ruptures conventionnelles sont tout à fait appropriées. Par contre, il va être beaucoup plus difficile de négocier un accord de performance collective ou encore de la modulation du temps de travail si on n'a pas des partenaires sociaux avec qui travailler. Donc, vous le voyez, ce n'est pas une obligation. Attention, cette slide-là ne représente pas une obligation pour vous de faire ces dispositifs si vous êtes moins de 50 ou ces dispositifs si vous êtes plus de 50. C'est une préconisation au regard de la mise en œuvre aussi des dispositifs proposés. Merci Marine. Donc, et comme l'a dit Marine, ce que vient de vous présenter Marine, c'est vraiment des dispositifs dans le cadre du volontariat. Et ça, c'est important de distinguer le volontariat des ruptures de contrat de travail contraintes qu'on va voir juste après, dans les cas beaucoup plus difficiles. D'où l'importance de prévenir de manière à pouvoir identifier des collaborateurs qui seraient volontaires ou qui se dévoileraient volontaires au départ dans un cadre apaisé, dans la confiance et dans la continuité d'activité de votre entreprise. Donc, vraiment important de favoriser, évidemment, et c'est tout le but de notre webinaire aujourd'hui, de vous aider à favoriser les situations les plus favorables. Et c'est le cas du volontariat, puisque dès qu'on arrive dans le cadre de rupture contrainte ou de licenciement contraint, l'ambiance est tout à fait différente. Donc, sur ce volet de différents dispositifs qu'a pu vous présenter Marine, comme l'activité partielle ou l'accord de performance collective, vous pouvez accompagner vos collaborateurs dans justement cette réflexion, cette prise de décision, ce choix de savoir s'ils vont être volontaires ou pas pour s'engager sur une rupture conventionnelle individuelle, sur un plan de départ volontaire. Plusieurs typologies d'accompagnement. Un accompagnement à destination de vos collaborateurs, des salariés, qui porte sur l'orientation et l'accompagnement à la transition professionnelle, que ce soit de la mobilité interne, donc sans rupture de contrat de travail, mais avec une évolution au sein de votre entreprise sur un nouvel emploi, ou que ce soit en externe sur un nouveau projet, que ce soit un projet d'emploi, un projet de reconversion professionnelle, ou encore un projet de création d'entreprise. Souvent, ces situations sont des périodes où les salariés se révèlent, des salariés dont vous n'aviez pas connaissance qu'ils avaient un projet de longue date de création d'entreprise, par exemple, ou un projet de quitter, en tout cas de déplacement, de mobilité géographique pour aller vers un autre lieu géographique, un autre emploi, par exemple. Et pour révéler ces situations-là et permettre à vos collaborateurs de prendre un temps pour eux, pour réfléchir, plusieurs prestations sont disponibles qui peuvent être financées par votre salarié directement via son compte personnel de formation, par exemple avec le bilan de compétences, que vous pouvez abonder. Donc, vous pouvez tout à fait également accompagner votre salarié dans le financement de ce bilan de compétences. Bilan de compétences, on va le voir juste après, qui va lui permettre de prendre un peu de recul et de pouvoir se projeter sur un autre avenir professionnel potentiellement. L'outplacement individuel, donc ça, c'est par exemple sur une rupture conventionnelle individuelle où bien sûr il y a des éléments procéduraux liés au droit en termes d'indemnisation financière, mais vous pouvez tout à fait proposer en plus une prestation d'outplacement individuel qui va lui permettre de se rassurer, de se conforter dans sa décision de quitter l'entreprise parce qu'il sait qu'il va être accompagné par un coach dans le cadre de sa transition professionnelle. Et puis pour les salariés qui sont proches de la retraite, à quelques années,
Vous pouvez également proposer un bilan retraite. Certains salariés, se rapprochant de l'âge de la retraite, se posent des questions et n'ont pas forcément pris le temps. Mais ces moments un peu compliqués peuvent être un moment intéressant pour vos salariés de se poser la question et de faire le point avec un expert retraite qui va les permettre d'avoir une visibilité sur ses droits et de pouvoir aussi avoir une visibilité sur sa date de départ optimum. Aux côtés des accompagnements des salariés, il y a bien évidemment, on l'a vu un petit peu rapidement tout à l'heure, mais il y a l'accompagnement de la direction, du management et du dirigeant. Je reviens sur la prestation de conseil en ressources humaines, puisqu'elle prend en charge cet aspect de diagnostic RH et de plan d'action, avec un financement, encore une fois, à 100%. Mais c'est important pour l'organisation de prendre un temps pour faire le point, faire un état des lieux, faire une photographie à l'instant T, de manière à savoir où on en est. Et à côté de cela, également accompagner les managers, comme on l'a vu tout à l'heure, pour qu'ils puissent faire face, surtout sur les aspects de communication, hein, puisque c'est des périodes, ces contextes difficiles sont des périodes avec des questionnements très importants des collaborateurs, de l'incertitude, des rumeurs dans l'entreprise qui se développent et sur lesquelles les managers doivent mettre en place des techniques de communication de manière à tenter et faire en sorte de les maîtriser. Et puis le coaching du dirigeant, souvent le dirigeant est très seul dans ces situations-là, très seul pour plein de raisons, parce que c'est son entreprise, ce sont ses collaborateurs, ses équipes, qui veut les préserver au maximum, qui veut tout faire évidemment pour que l'activité se maintienne, mais ce dirigeant ne doit pas rester seul. Donc il peut se rapprocher bien sûr de ses conseils habituels, son expert comptable, son avocat, mais c'est intéressant aussi, pourquoi pas, d'envisager un coaching de dirigeant avec un coach professionnel qui est spécialisé, hein, qui a l'habitude de ces contextes de crise et qui peut accompagner le dirigeant dans ces situations un peu compliquées pour avoir on va dire un regard extérieur et un deuxième avis. Et enfin, les risques psychosociaux, on en reparlera tout de suite après, mais évidemment, ces contextes, que ce soit en prévention ou en curatif, déclenchent des situations d'inquiétude. Et selon les uns ou les autres, nos sensibilités, il peut y avoir des situations où le soutien psychologique est très important pour les salariés, à la fois pour maintenir une activité stable, à la fois pour prévenir l'absentéisme, comme en a parlé Marine, mais également pour faire face à des situations effectivement de stress important. Et là, des psychologues du travail peuvent être sollicités, hein, dans le cadre de la mise en place d'une cellule d'écoute psychologique ou de mesures de prévention avec des ateliers de prévention des RPS, encore une fois, de manière préventive. Voilà, donc ça c'était pour vous, au niveau RH, vous présenter dans les grandes lignes, hein, les différents dispositifs. On avait prévu avec Marine de revenir un peu dans le détail. Donc le bilan de compétences, encore une fois, c'est pour de la mobilité interne ou externe. Ce qui est important de souligner, c'est le financement. Pour l'entreprise, ça peut être, et pour le salarié d'ailleurs, c'est l'occasion d'utiliser son budget, hein, qu'il a de disponible sur son compte personnel de formation ou CPF. Et pour l'entreprise, c'est l'occasion potentiellement d'abonder et de laisser du temps à son collaborateur, pourquoi pas en activité partielle ou activité totale, comme l'a dit Marine, pour pouvoir prendre ce temps-là pour faire un bilan de compétences. Ensuite, on a, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le placement individuel, juste là pour vous donner une durée potentielle. Bien sûr, cela a un coût pour l'entreprise. Ça peut faire partie de négociations sur la rupture du contrat de travail qui est négocié avec son collaborateur ou sa collaboratrice. Et la durée elle est de 4 à 12 mois. Donc là, l'idée, c'est d'être accompagné de manière individuelle et personnalisée par un consultant qui va travailler souvent avec des chargés de relations entreprises. L'objectif, c'est de faire un point sur son parcours professionnel, élaborer un projet professionnel et ensuite mettre en place un plan d'action et le mettre en œuvre au niveau de sa recherche d'emploi. Et il sera accompagné en individuel par son coach, mais également avec l'aide de chargés de relations entreprises qui vont aller prospecter le marché caché de l'emploi pour aller dénicher les offres sur un territoire et par rapport à un profil de poste choisi.
Après le placement individuel, on a le bilan retraite, donc on en a parlé. L'idée, c'est vraiment de pouvoir anticiper dans la manière du possible les départs en retraite. Ça permet de faire un point aussi sur sa gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, se poser la question de savoir à peu près où se situent les salariés par rapport à un potentiel départ à la retraite, d'une part, et ensuite accompagner les salariés qui sont en fin de carrière, encore une fois, pour évaluer leurs droits acquis et clarifier leur date de départ. Et puis, juste un petit zoom sur le coaching de dirigeants. On l'a dit, hein, c'est très important. Je parlais pour les managers en général de la communication dans ces situations-là. Évidemment, en termes de coaching, la communication, elle est aussi déterminante pour le dirigeant. Chaque mot est écouté, chaque mot est pesé par les équipes dans ces situations-là. Chaque mot est surtout interprété et c'est les risques de mauvaise interprétation qu'il faut limiter au maximum dans ces situations de crise. Et enfin, la prévention des risques psychosociaux. Donc là, c'est vraiment une démarche qui peut se faire soit par les cellules d'écoute avec un numéro vert accessible 24 heures sur 24 sur la base du volontariat, bien évidemment, qui est accessible aux salariés via un numéro vert, soit la mise en place d'ateliers de manière à pouvoir avoir des groupes de partage et libérer la parole et pouvoir identifier des sujets qui sont d'actualité dans les entreprises, dans vos équipes, hein, pour pouvoir essayer d'y remédier et d'apporter des réponses et des solutions ciblées. Merci beaucoup, Géry. Du coup, on en arrive à notre deuxième grosse partie, donc sur les mesures curatives. Donc, tout ce qu'on vient de vous présenter avec Géry, on était vraiment dans une situation où on essaye d'anticiper des difficultés économiques, en tout cas de les prévenir. Et donc là, dans cette deuxième partie, on va vous présenter ce qui va se passer finalement si on en arrive à licencier pour motif économique. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Selon ma structure d'entreprise, quelle est la procédure exacte que je dois suivre? Parce que vous le savez, vous avez des procédures très cadrées par le Code du travail. Et donc, c'est tout ce dont on va parler dans cette deuxième partie. Donc, les mesures curatives. Déjà, de quoi parlons-nous lorsqu'on dit qu'on va licencier pour un licenciement économique? Le Code du travail nous le définit très clairement et vient nous dire que c'est un motif qui n'est pas inhérent à la personne du salarié. Donc, ça signifie qu'on ne reproche pas quelque chose à notre salarié, on n'est pas sur une faute, on n'est pas sur une inaptitude. Donc, c'est non inhérent à la personne même du salarié. Ça vient résulter d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou encore d'une modification refusée par un salarié d'un élément essentiel au contrat de travail et qui pourrait être consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une cessation d'activité ou encore à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Donc là, on peut se rendre compte qu'on a finalement 4 possibilités de licenciement économique. Donc quand on vient de dire je vais licencier pour motif économique, d'accord, mais sur quoi on part? Est-ce que tu as des difficultés économiques au sens du Code du travail? Est-ce que tu es plutôt sur une mutation technologique? C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes un chef d'entreprise et vous avez plusieurs usines que vous venez robotiser. Peut-être que du coup, il va falloir faire soit évoluer les métiers et les salariés vont peut-être refuser l'évolution de ce métier et refuser la modification du contrat de travail que vous allez proposer. Et auquel cas, on licenciera ces personnes au motif de la mutation technologique. Soit peut-être cette robotisation vous fera supprimer des postes et on sera toujours dans le cadre d'une mutation technologique. Est-ce que vous êtes dans la troisième option sur une cessation pure et dure finalement de votre entreprise, une cessation d'activité, on vient fermer l'entreprise et auquel cas, bon là c'est un petit peu plus simple à motiver, on va licencier l'ensemble des salariés au motif de la cessation d'activité? Ou encore, est-ce que vous êtes dans la dernière option, à savoir la sauvegarde de la compétitivité? La sauvegarde de la compétitivité, c'est plus complexe à manier parce que finalement, on est en train de dire qu'on va licencier pour motif économique, donc on a des difficultés économiques, mais elles ne sont peut-être pas forcément à un moment donné très visibles. Ça va être vous qui allez potentiellement anticiper des difficultés économiques. Vous vous dites, mon punaise, le e-commerce, je suis acteur de la grande distribution, le e-commerce commence à arriver un petit peu sur mes plates-bandes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour sauvegarder ma compétitivité? Et potentiellement, je vais demander à mes salariés de faire évoluer leur façon de travailler. Je vais leur demander peut-être d'être plus polyvalents. Ils n'ont pas signé pour ça. Ils vont refuser cette modification de leur contrat de travail. Vous allez donc licencier pour sauvegarde de la compétitivité et votre motif, ce sera, dans notre exemple,
Bon, bah, le e-commerce commence à prendre beaucoup de parts de marché, là où moi, grande distribution, je n'en avais pas forcément de concurrence avant. J'ai demandé à mes salariés de modifier leur contrat de travail, ils ont refusé, je sauvegarde ma compétitivité, donc je dois les licencier. Ce sera votre motif. Mais on viendra plus particulièrement en détail sur ce dernier motif juste après, afin de mieux comprendre l'envergure de la sauvegarde de la compétitivité, parce que comme on se le disait, c'est un petit peu plus complexe à manier. Mais tout d'abord, avant de parler de la sauvegarde de la compétitivité, quelles sont nos difficultés économiques? Donc là, on rebascule sur notre premier motif, un licenciement économique. Je licencie parce que j'ai tout simplement des difficultés économiques. OK, on a des difficultés économiques, mais le Code du travail, il vient nous dire que ce n'est pas à vous, finalement, chef d'entreprise, de nous dire « bon, ben voilà, je considère que j'ai des difficultés économiques ». On vient nous dire que vous devez avoir une baisse significative des commandes et une baisse significative du chiffre d'affaires. Ce sont uniquement ces deux dispositifs-là, en tout cas, ces deux baisses significatives qui vont être autorisées. On ne va pas venir parler, là en l'occurrence, hein, et je vous parle uniquement pour le Code du travail, ce n'est pas du tout des notions comptables ou financières, uniquement le Code du travail. On ne va pas venir parler de l'EBE, on ne va pas venir parler d'autres points financiers. On va uniquement se focus sur les commandes et le chiffre d'affaires. Si vous considérez que vous avez une baisse significative des commandes ou de votre chiffre d'affaires, selon la taille de votre entreprise, vous allez devoir comparer d'un trimestre à l'autre. Par exemple, si vous êtes moins de 11 salariés, je vais venir comparer mon trimestre janvier, février et mars 2025. Je considère que j'ai une baisse de mes commandes. Je vais venir le comparer à janvier, février, mars 2024. Et il faut que, entre ces deux comparaisons, je puisse prouver une baisse significative des commandes. Bon, bah, qu'est-ce que significatif? Là encore, vous vous doutez bien que le Code du travail ne vient pas nous le définir. C'est à nous de le considérer comme étant significatif. C'est à nous de prouver que ça impacte et que ça vous met en difficulté. Mais en tout cas, vous pouvez le voir à travers ces petits tableaux, que selon la taille de votre structure, on ne va pas venir vous demander de prouver la même chose. Si je suis une entreprise de plus de 300 salariés, là, je vais venir prendre 4 trimestres consécutifs que je vais venir comparer avec mes 4 trimestres consécutifs de l'année d'avant. Et si effectivement, on est sur une baisse significative, on pourra considérer qu'on est bien en difficulté économique. Et on pourra donc licencier pour motif économique au motif de difficulté économique. Et là, vous n'avez pas besoin de justifier d'une mutation technologique ou d'une sauvegarde de la compétitivité. Le simple fait d'avoir la baisse significative de vos commandes et du chiffre d'affaires vous constitue un motif suffisant pour licencier. Donc ça, c'est les difficultés économiques. S'agissant maintenant de ce dont on parlait juste avant, de la sauvegarde de la compétitivité. Donc là, c'est plus complexe à manier tout simplement parce que c'est à vous aussi d'anticiper la difficulté économique qui va arriver. Donc, on l'a dit sur de la grande distribution parce que j'ai la concurrence du e-commerce. Ça peut être également, comme on parlait tout à l'heure, gérer un contexte géopolitique qui fait que vous sentez que vous allez beaucoup moins vendre aux États-Unis du cognac. Tout ça font que vous êtes en train de vous dire que potentiellement, il va y avoir quelque chose. On est sur des faits réels, hein. Bien sûr, on ne vient pas inventer, on est sur des faits réels. On a besoin en tout cas de remanier notre structure, de s'adapter, sinon on va arriver dans de vraies difficultés. Et auquel cas, je pourrais venir enclencher ma sauvegarde de la compétitivité. Pour que ce soit plus parlant, pour que ce soit plus parlant pour vous, on vous propose un petit tableau récapitulatif de cas réels de situations dans lesquelles les juges ont apprécié la notion de sauvegarde de la compétitivité. Donc, vous avez d'un côté le licenciement validé et d'un autre celui qui n'a pas été validé. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir les motifs invoqués par les différents employeurs, les différentes entreprises. Vous pouvez le remarquer que, par exemple, dans notre deuxième ligne, l'employeur a indiqué qu'il souhaitait augmenter la rentabilité de son entreprise et du coup, c'est pour ça qu'il avait enclenché une sauvegarde de la compétitivité avec du coup un certain nombre de licenciements économiques au motif du coup de cette augmentation de la rentabilité. Ça, ce n'est pas possible. La sauvegarde de la compétitivité, son nom l'indique, c'est pour vous sauvegarder économiquement. Ce n'est pas du tout pour faire de la rentabilité. Là, on n'est pas du tout sur un motif économique, ça veut dire que vous allez bien, c'est juste que vous voulez plus de profit. Donc ça, ce n'est pas un licenciement pour motif économique, c'est invalidé par les juges. Et de manière un petit peu dans le même état d'esprit, la troisième ligne, vous aviez une délocalisation de la production donc dans un pays étranger.
pour bénéficier de mesures financières et fiscales. Donc, ce qui signifie qu'on a délocalisé une usine dans un pays étranger avec de meilleures mesures fiscales, certainement un pays de l'Est, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Et cette délocalisation a fait que l'usine en France a été totalement fermée. Cette usine en France, du coup, ils avaient licencié en disant sauvegarde de la compétitivité, je délocalise dans un pays étranger. Là, invalidé également par les juges, ce n'est pas ici un motif économique. Vous n'avez rien anticipé, hein, vous n'étiez pas en difficulté, vous étiez juste en in bonis, vous aviez des profits, mais par contre, vous souhaitiez en faire plus. Et auquel cas, ça ne peut pas rentrer dans le cadre d'une sauvegarde de la compétitivité. Donc vraiment, en fait, une sauvegarde de la compétitivité, c'est pour prévenir de difficultés économiques réelles et de réelles conséquences sur l'emploi. Ce n'est pas du tout pour faire plus de chiffre d'affaires. On n'est pas du tout sur le même sujet. Donc voilà, j'espère qu'avec des exemples plus concrets, ça vous permet, et des vrais exemples, hein, vous avez les cours de cassation indiqués si ça vous intéresse d'aller en prendre connaissance. Mais en tout cas, ça vous permet de voir exactement ce qu'on peut mettre dans cette notion de sauvegarde de la compétitivité et surtout ce qu'on ne peut pas mettre. Et enfin, on vous propose, en tout cas sur ce thème-là des mesures curatives, on vous propose avec Géry ce tableau un peu récapitulatif selon la taille de votre entreprise, finalement ce que vous devez faire comme procédure lorsque vous souhaitez licencier. Donc, parce que évidemment, vous qui nous écoutez, vous avez des tailles d'entreprise qui sont complètement différentes et vous le savez, selon qu'on soit déjà plus ou moins de 50, ce n'est pas du tout la même procédure. Et même là, en l'état, selon qu'on soit moins de 10 salariés, ça va aussi foncièrement changer votre procédure de licenciement. Donc, en fait, pour les entreprises de moins de 10 salariés, déjà, vous n'avez pas de CSE. Donc, vous n'avez pas à consulter votre CSE vu que vous n'en avez pas. Vous devez convoquer un entretien et vous devez faire un entretien préalable avec les salariés visés par le licenciement économique. Lors de cet entretien préalable, vous allez proposer aux salariés le CSP, le contrat de sécurisation professionnelle. Le CSP, ça permet aux salariés qui y adhèrent de bénéficier d'un accompagnement plus approfondi chez France Travail ensuite. Donc, en fait, ils bénéficieront de dispositifs de formation plus avancés. Ils bénéficieront aussi d'une indemnité d'allocation chômage plus importante que s'ils n'avaient pas adhéré au CSP. Donc, ça, c'est à nous, employeurs, lors de l'entretien, de le proposer aux salariés. Le salarié a évidemment le choix de refuser ou d'accepter. Vous n'avez pas, lorsque vous êtes moins de 10 salariés, de mise en place de PSE, de mise en place de congé de reclassement, vous n'êtes pas concerné et vous n'avez pas non plus besoin de l'autorisation de l'adresse. Donc ça, c'est lorsque vous êtes à moins de 10. Lorsqu'on bascule de 11 à 49 salariés, on va venir consulter notre CSE si on en a un. Ça, c'est obligatoire. Je vais venir là encore proposer mon CSP lors des entretiens. En revanche, on va arriver sur notre avant-dernière colonne. On va avoir besoin de l'autorisation de l'adresse si on est sur plus de 10 personnes licenciées sur une période de 30 jours. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous faites ce qu'on appelle un gros licenciement, c'est vulgairement comme ça que c'est appelé dans le Code du travail, un gros ou un petit licenciement. Donc, c'est la notion des 10 salariés. Si vous faites un gros licenciement, vous allez devoir demander une autorisation à l'adresse. Donc, c'est une procédure en plus à faire sur le site de l'adresse où il faut du coup argumenter votre licenciement et du coup indiquer toutes les personnes concernées. Donc, ça, c'est de 11 à 49. Ensuite, de 50 à 999 salariés, évidemment, consultation du CSE, évidemment, proposition de CSP. Et là, on en arrive à notre fameux PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, le plan de sauvegarde de l'emploi, il va être à négocier obligatoirement si on va licencier, là encore, plus de 10 salariés sur une période de 30 jours. Et il n'est pas nécessaire pour pouvoir ne pas faire le PSE, il ne faut pas penser qu'on puisse faire par exemple 3 licenciements ce mois-ci, 4 licenciements le mois d'après et 5 le mois d'après encore. Ça, ce n'est pas du tout autorisé. Justement, l'adresse, lorsqu'on va faire un licenciement, un PSE, elle va venir contrôler si vous avez bien en tout cas respecté vos échéances de licenciement et elle va venir vérifier justement que vous n'avez pas licencié déjà auparavant. Enfin, en tout cas, c'est très contrôlé. Il ne faut pas penser qu'on puisse passer au travers du PSE en essayant d'échelonner nos licenciements, ce n'est pas possible. Et donc, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, vous allez négocier des dispositifs
que vous allez mettre en place pour les CSE, et vous allez être notamment accompagné, du coup, comme Géry peut accompagner ces entreprises dans le cadre du coup d'un suivi particulier dans le cadre des PSE, avec la négociation du livre 1, livre 2, etc. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus important à mettre en place. On arrive sur des dispositifs assez lourds qui vont être faits sur plusieurs mois. Et enfin, pour les entreprises de plus de 1000 salariés, consultation de votre CSE évidemment obligatoire. Vous ne proposez plus votre CSP. Pourquoi? Parce qu'on bascule cette fois-ci sur l'obligation de mise en place d'un congé de reclassement. Le congé de reclassement, vous allez avoir une antenne emploi qui va vous accompagner. Donc là encore, comme ActiveForce peut le faire, donc une antenne emploi qui va accompagner sur les possibilités de formation des salariés, sur les possibilités de prise en charge de compétences particulières, enfin en tout cas de valorisation des compétences, tout cet aspect-là RH que vous n'avez pas forcément à déployer si vous êtes moins de 1000 salariés, que vous devez faire du coup dans ce cadre-là, pour le plus de 1000 salariés. Et évidemment, vous négociez également votre PSE et vous demandez un dispositif de validation au niveau de l'adresse. Toutes ces procédures, donc là, on arrive sur quand même des grosses entreprises, prennent du temps. Ce sont des négociations qui sont longues avec vos partenaires sociaux. Les syndicats vont évidemment négocier chaque point, que ce soit de votre congé de reclassement qui va être intégré au PSE et tous les dispositifs de votre PSE. Évidemment, l'indemnité supralégale vont être négociés avec les syndicats. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont prenantes, qui prennent du temps et qui sont humainement assez dures à vivre. Du coup, tous ces éléments-là, ce sont des aspects où vous pouvez être accompagné. Et il vaut mieux l'être parce que en cas de refus de l'adresse, vous ne pouvez pas licencier vos salariés. Donc il faut être extrêmement vigilant et rigoureux dans la procédure. Et je vais laisser Géry vous réexpliquer un petit peu plus après, du coup, voilà, sur cette slide-là, les dispositifs qu'on peut mettre en place, notamment dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Merci Marine, c'est le tableau que nous avons fait ensemble est plutôt intéressant et parlant selon la taille de l'entreprise. Et là, pour terminer, juste parce que ça concerne les entreprises de plus de 1000 salariés, juste vous présenter le processus qui est, comme l'a dit Marine, assez complexe et assez dense en termes de dispositifs, avec plusieurs dans un déroulé là en termes de timing, hein, de lignes temps, avec tout d'abord à la mise en place dès les premières négociations avec les représentants du personnel d'une cellule d'écoute psychologique. Bien sûr également une formation, un atelier d'accompagnement à des managers à la communication sociale d'une part, toujours pour ces entreprises de plus de 1000, mais également à la prévention des risques psychosociaux, très important. Et puis ensuite, on rentre dans les deux grandes phases hein, du PSE, là où vous allez devoir faire appel à un cabinet d'emplacement ou de reclassement comme ActiveForce par exemple, hein, ou autre, pour mettre en place tout d'abord un point d'information conseil qui va être un espace d'information accessible sur la base du volontariat et dans l'anonymat aux salariés qui vont venir en individuel prendre connaissance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, que ce soit en termes d'accompagnement, en termes de budget de formation, en termes de départ à la retraite, en termes de mobilité interne potentiellement. Et puis ensuite, la deuxième phase qui est la partie antenne emploi où là, les salariés vont rentrer dans leur congé de reclassement et vont pouvoir bénéficier de temps pour rechercher soit un nouvel emploi, soit créer une entreprise, se lancer dans l'entrepreneuriat ou la reprise d'entreprise, soit se lancer dans une reconversion longue, diplômante idéalement. Et en cela, elles vont être accompagnées par les consultants du cabinet de reclassement que vous aurez mandaté. Juste signaler que pour ActiveForce, on bénéficie hein, dans le cadre de cette typologie de projet de l'expertise d'Orcom hein, sur la création d'entreprise qui va venir en appui du consultant ou de la consultante qui accompagne le salarié dans son projet de reprise ou de création d'entreprise, avec évidemment l'expertise d'un expert comptable hein, sur le sujet, notamment très utile pour construire les business plans et s'assurer de la solidité du projet financière et également faciliter le recours au financement auprès de partenaires financeurs comme les banques par exemple. Voilà.
Tout à fait. Merci beaucoup, Géry. Nous arrivons sur la fin de notre webinaire. Alors, j'ai pu voir que vous aviez posé quelques questions. Je vais tout de suite en prendre connaissance. Alors, j'ai deux questions qui concernent la modulation du temps de travail. Alors, je vous lis la question et ensuite on peut y répondre ensemble. Donc, bonjour, la modulation du temps de travail est-elle applicable pour un contrat d'apprentissage selon le temps de remplissage en saison? Alors, car on l'applique sur les CDD saisonniers. Effectivement, là, c'est pas tout à fait ce que vise la modulation du temps de travail. La modulation du temps de travail, ça va vraiment être pour vos salariés à temps complet. Donc déjà, et surtout, on ne vient pas prendre en compte spécifiquement les contrats comme les contrats d'alternance qui sont encore différents des contrats classiques qu'on peut rencontrer dans vos entreprises. Là, effectivement, dans ce cadre-là, on va avoir, si vous avez des saisonnalités, que vous avez besoin à un moment donné de plus de monde, on va venir prendre des CDD saisonniers. Et effectivement, votre contrat d'apprentissage n'a pas lieu d'avoir des pics d'activité, des baisses d'activité. Il faut bien différencier finalement des difficultés économiques où vous avez plutôt des difficultés à payer vos heures supplémentaires ou en tout cas qu'elles vous mettent en difficulté au niveau de la masse salariale, de moments où vous avez besoin de plus de main-d'œuvre parce que justement vous n'êtes pas en difficulté économique, vous avez justement des demandes et auquel cas vous allez venir prendre des CDD pour surcroît d'activité ou des CDD saisonniers, comme vous dites. Et on a une deuxième question, j'espère que ça répond à votre question. Et on a une deuxième question, la modulation du temps de travail peut-elle se faire juste sur une période donnée? Oui, c'est tout à fait possible effectivement de faire de la modulation du temps de travail juste sur une période. Ça, c'est négocié du coup parce que la modulation du temps de travail est mise en place par accord. Et dans votre accord, du coup, vous allez pouvoir préciser peut-être que vous avez besoin d'une modulation que sur cette période de l'année. Après, bien souvent, on dit que c'est sur l'année en entier parce que ça vous permet de mieux moduler le temps de travail, mais vous avez tout à fait la possibilité de cibler une période bien précise. C'est tout à fait possible, négocié dans l'accord et ensuite mis en place. Je vous le confirme. Et tant que j'y pense, potentiellement, vous pouvez même regarder dans votre convention collective. Parfois, certaines conventions collectives peuvent mettre en place déjà de la modulation du temps de travail. Vous n'avez donc pas besoin forcément de renégocier un accord par-dessus. C'est des fois des petits éléments qu'on n'a pas forcément connaissance. Il suffit de regarder dans la convention collective, on peut peut-être y trouver notre bonheur. Voilà, nous avions juste ces deux questions-là, Géry. Donc, je pense qu'à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent entre-temps, il nous reste une petite minute. Non. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Les messages, Géry, sont merci pour la présentation, information très claire. Donc, on va pouvoir vous laisser là. On vous souhaite de passer une excellente journée, puis en espérant que ça ait répondu, en tout cas, à vos questions, que ça vous ait aidé dans votre réflexion. Merci à toutes et tous pour votre participation et votre écoute. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.